Nous allons maintenant ouvrir la première de nos tables rondes que nous avons intitulée Troubles devant le genre et qui va être animée par Hélène Marquier et moi-même. Donc nous avons comme participante, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Sandra Boringer, qui est ici même, et qui est maîtresse de conférence à l'université de Strasbourg, qui est une spécialiste du genre et de l'homosexualité dans l'Antiquité grecque, mais qui est ici aussi à l'initiative du réseau, parce qu'elle était à l'initiative du réseau Genre, Recherche, Éducation, La Bonne Rencontre, qui a été un des réseaux qui a réagi très vivement à ces mobilisations anti-genre, c'est ce qu'elle va nous expliquer, et elle nous expliquera que le lien avec l'Antiquité n'est pas si éloigné que ça. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Colette Coffin, qui est directrice d'école primaire à Paris 20e, et on sait l'importance de l'éducation et des actrices de terrain dans les récentes polémiques, et nous sommes très contentes que vous puissiez nous faire part de votre expérience. Ensuite, Marlène Cacouot, qui est sociologue, professeure émérite de l'Université de Poitiers, qui est spécialiste des personnels de l'éducation nationale et a publié en 2007 aux éditions de la Découverte un livre intitulé « Professeur trois petits points de suspension, mais femmes ». Et puis, à l'extrémité de la table, Marie Leroy, qui est chargée de mission droits des femmes à la ville de Saint-Denis. Et on va commencer par notre première question. Vous connaissez peut-être toutes et tous la règle du jeu. On pose une question, 5 minutes chrono pour chaque personne pour répondre, et on enchaîne 3 questions. Donc c'est aussi un challenge. Donc notre première question, c'est à quel mouvement anti-genre avez-vous été confrontés et comment les analysez-vous? Et la première personne à être sacrifiée, c'est Marie Leroy. C'est bon, ça marche. Je vais vous faire part d'une petite anecdote administrative, puisqu'en tant que chargée de mission droits des femmes de la ville de Saint-Denis, j'ai renouvelé mon contrat. Alors j'y suis depuis le 2 novembre 2011. J'ai renouvelé mon contrat dernièrement, et quelle n'a pas été ma stupéfaction de voir que le E de chargé avait disparu. Là, il a bien été mis dans le programme. Et donc, lorsque j'ai découvert ça, j'ai évidemment fait part du grand déficit des règles grammaticales des ressources humaines. Et donc, j'ai refusé de signer mon contrat en l'état en disant que cela faisait mauvais genre et que si la DRH écrivait comme Pérec, je fais référence à la disparition où le E a disparu du début à la fin, eh bien, il fallait mettre en place un comité technique paritaire pour réformer les règles grammaticales de la collectivité locale. Enfin voilà. En fait, je parle de ça, mais j'interpelle régulièrement la ville pour qu'effectivement les affiches soient genrées, parce que nous avons par exemple des bals des collégiens, mais jamais de collégiennes. D'ailleurs, bizarrement, il y a que des collégiennes dans les bals des collégiens. Nous avons des citoyens, mais jamais de citoyennes. Nous avons de la démocratie participative à tout va. Et en fait, la question des affiches n'est jamais genrée. Alors on a du mal, on y arrive, on a maintenant des chefs de service qui arrivent à se faire appeler chef, 2FE, mais je pense que c'est quelque chose de très très important. Alors je vous rassure, j'ai signé mon contrat de travail avec le E de chargé de mission et tout a été résolu. Bon, ça c'était une anecdote, mais je voulais vous faire part de quelque chose qui m'a paru extrêmement grave, parce qu'évidemment dans le cadre de mon travail, je mène des actions de prévention des comportements sexistes. Et puis j'ai envie de dire que peut-être grâce à tout ce qui s'est passé autour des ABCD de l'égalité, j'ai pu cette année mener des actions en milieu scolaire avec des classes de CM1, CM2. Alors bon, évidemment, les projets sont différents en fonction des envies des enseignants, enseignantes. Et puis, je me suis focalisée sur un quartier où les journées de retrait avaient été assez importantes, puisqu'on avait 60% d'enfants qui avaient été retirés des écoles. Et donc, nous voilà partis à monter un projet à l'échelle du territoire, parce que je suis toujours dans une démarche de développement local, avec la médiathèque, avec une association qui s'appelle Pour qu'elle revienne. Donc, on présente un film avec le réalisateur Jean-Michel Taliercio, on fait débat avec les élèves, atelier d'écriture, atelier de sérigraphie, puisque les enfants ont proposé tout un tas de slogans sur l'égalité filles-garçons. Et le projet a été tellement sympathique que je me suis dit, il faut le filmer.
Alors, le projet s'appelait, alors c'est les enfants qui ont trouvé le titre, Égalitol, le désinfectant contre le sexisme, produit élu de l'année 2014. Donc ça a paru fort dangereux à l'inspection académique, puisqu'effectivement, dès le mois de mars, j'ai demandé une autorisation de faire un clip. Mon idée était d'avoir un film qui montrait les enfants en train de slammer, qui présentait leurs travaux. Et ça a été le silence radio. Alors évidemment, j'ai appelé, j'ai envoyé des mails, et puis je me suis dérangée à l'inspection académique, puisque je me suis dit quand même, il faut qu'on arrive à faire un film. Et puis mars, avril, mai, juin, et puis en juin, je reçois un mail de l'inspecteur de la circonscription 2, parce que nous avons 2 inspecteurs à Saint-Denis, qui me dit que dans le contexte actuel, autour de la tension, autour de l'ABCD de l'égalité et des actions de journée de retrait de l'école dont la première a été particulièrement suivie sur le quartier, il ne paraît pas opportun que cette vidéo projetée localement et encore moins déposée sur Internet. Donc évidemment, je me suis dit, ça ne va pas en rester là. Monsieur l'inspecteur avait en plus envoyé ce mail à l'élu à l'enseignement, à la direction de l'enseignement, et j'ai commencé à m'agiter dans tous les sens en me disant, c'est pas possible, enfin, je vois pas en quoi ce désinfectant contre le sexisme va récurer autant l'éducation nationale. Et j'ai menacé, évidemment, alors ça a été la solution que j'ai trouvée, j'ai dit, ça va atterrir sur le bureau de Najat Vallaud-Belkacem, je vais donc alerter les médias. Et alors là, d'un seul coup, il y a eu le frémissement, un soupçon de désir. On s'est dit, bon, il faut quand même faire quelque chose parce que sinon, elle va nous mettre le bazar, en quelque sorte. Et donc, on a réuni les parents. Les parents ont autorisé à ce que le film soit diffusé. Donc, les parents étaient d'accord. L'idée, c'était de le présenter dans le cadre d'une fête de quartier. Et toujours pas de nouvelles de monsieur l'inspecteur. Pourtant, je veux dire, c'était très clair. Il m'interdisait de diffuser le film. En plus, c'est un film qui a été financé avec de l'argent public. Et puis, je me suis dit, mais après tout, puisque c'est comme ça, on va le diffuser quand même. Et le film a effectivement été diffusé dans le cadre d'une fête de quartier. Les enfants sont repartis avec leur CD. Enfin, tout ça pour dire que finalement, si on attend parfois l'autorisation des instances, eh bien, on n'y arrive pas et on n'avance pas. En tout cas, voilà, je voulais vous faire part d'une grande lâcheté de la part de cet inspecteur. J'ai un devoir de réserve, mais je tenais à le préciser. Alors, voilà. Alors, petite dernière quand même, parce que je pourrais faire un inventaire à l'après-vert. Dans le cadre je souris parce que je vois Nicole Mosconi qui est là. Dans le cadre des rencontres professionnelles, des centres de planification et d'éducation familiale, les professionnels nous ont demandé cette année de parler de sexualité et d'éducation à l'égalité. Donc évidemment, on s'est dit, on va leur montrer en quoi les ABCD de l'égalité répondent bien à une nécessité. Ah, faut que j'arrête. Bon, alors ça sera pour le prochain tour. Voilà. Tant pis. Voilà. Alors si vous voulez voir le film, je vais essayer de le mettre sur le site de la ville de Saint-Denis, mais c'est pas encore réglé. Voilà. Bien, merci beaucoup. On attend la suite avec impatience. Donc, on passe la parole à Colette Coffin à côté pour continuer sur le terrain. Sur le terrain. Voilà. Puisque moi, je ne suis qu'une femme de terrain, je ne suis pas du tout une chercheuse, donc je peux juste vous faire part de mes observations de la vie de tous les jours, qui vont être effectivement dans les mêmes axes que ceux dont vous avez parlé, à savoir l'antigenre. On y est confronté en permanence de par notre institution. Je ne suis jamais conviée à une réunion de directrices et de directeurs, mais à une réunion de directeurs. Voilà, on parle des inspecteurs et non des inspectrices, et d'ailleurs malheureusement souvent les inspectrices elles-mêmes préfèrent être appelées inspecteurs. Alors je dois dire, il faut quand même être honnête, au niveau de l'éducation nationale c'est très marqué. Au niveau, à Paris on a un double statut en tant que directrice d'école. On a à la fois un statut mairie de Paris et éducation nationale, et je remarque que la mairie de Paris, c'est systématiquement directrice ou directeur. Il faut quand même le noter. Voilà. Bon, donc c'est permanent. J'ai une collègue qui veut passer le concours d'inspection, qui bien sûr s'appelle concours d'inspecteur. Et quand elle va sur le CV à remplir en ligne, eh bien c'est formidable, il est déjà pré-rempli et ça commence par monsieur. Donc au moins on est rassuré. Quand moi-même j'avais passé mon entretien de direction à Paris, on m'avait dit mais de toute façon il n'y a pas de problème, mais vous savez quand même que vous auriez plus de chance si vous étiez un homme.
Voilà, c'est authentique. Hein, voilà. Donc ça, c'est le permanent, sur lequel je lutte à chaque réunion. Quand l'inspectrice dit, mais enfin, ces cours parce que je travaille en éducation prioritaire, quand l'inspectrice dit, mais ces cours de récréation sont bien violentes parfois, peut-être qu'il faudrait que les petites filles jouent un petit peu plus à la corde et que les petits garçons jouent un peu plus aux billes. Et alors là, je la regarde avec des yeux absolument effarés. Là, tout le monde éclate de rire parce que je commence à essayer de distiller la bonne parole parmi mes collègues. Et là, elle se reprend, dit, ah oui, bien sûr, peut-être aussi les petites filles peuvent jouer aux billes et les garçons à la corde, ce qu'ils font d'ailleurs dans mon école. Voilà. Donc, plus concrètement, dans une action très ciblée, que vous avez mentionné aussi, c'est la fameuse JRE. On a été dans nos quartiers aussi touchés beaucoup moins que chez vous, mais quelques parents sont venus voir ma collègue directrice de l'école maternelle pour lui expliquer que on n'allait pas pouvoir mettre les enfants à l'école parce que c'était le jour où dans les maternelles c'était prévu, on allait diffuser des films pornographiques, on allait apprendre aux petits enfants à se masturber. Et en fait, tout était, voilà, c'était vraiment un tissu d'invraisemblance. Et dans mon école, j'ai eu quelques parents aussi qui n'ont pas mis leurs enfants à l'école. Donc, je les ai convoqués un par un. Et quand on entend leurs arguments, mais on discute avec eux, maintenant c'est la famille, on a reçu des textos parce que voilà, vous allez transformer les filles en garçons, etc. Voilà, il faut dire très clairement, il y a une très grande peur par rapport au mariage homosexuel. Ça aussi a créé des réflexes de peur. Nous avions l'année dernière dans notre école un atelier dans le cadre de la ville de Paris, un atelier égalité filles-garçons. Tout de suite, maman voulait retirer son enfant de l'atelier. Je l'ai convoquée c'est une enseignante qui a animé cet atelier. Et quand elle a vu l'enseignante, c'était l'enseignante qu'elle a vue l'année dernière pour son enfant. Et elle a dit, ah, c'est vous. Ah ben, il n'y a pas de problème. Donc, on voit bien que là, les peurs sont complètement infondées. Et puis, on ne lâche rien, j'ai envie de dire. On parle systématiquement aux parents, on parle de lutte sur les stéréotypes de genre, et on emploie le mot genre à dessein. Je l'ai fait figurer dans le procès-verbal de mon conseil d'école que nous avons fait justement en commun avec l'école maternelle pour bien dire que nous continuerions à lutter contre les stéréotypes de genre. Et quand vous posez la question aux mamans, mais vous prenez pas le bus si c'est une femme qui le conduit, ou votre mari il pousse jamais la poussette du bébé, elle me dit, ah si. Alors il y a une maman qui m'a dit, ah non, jamais. J'ai dit, écoutez madame, de toute façon l'école est obligatoire parce qu'il y a des moments où on peut plus discuter. Et donc, j'espère que la prochaine fois, il sera à l'école. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne à ma gauche maintenant pour Sandra Bohringer. D'accord. Pour répondre à la question. Bon. Ben oui. Alors, Sandra Bohringer, sur ma carte professionnelle, pour l'instant, il y a encore maître de conférence, mais on a appris qu'on pouvait être maîtresse de conférence si on le demandait. Donc, j'hésite encore à me demander si on m'appelle monsieur ou maîtresse de conférence. Je réfléchis encore à la question. Alors, moi, je vais vous parler d'une action qui s'est passée, d'une offensive contre le genre qui s'est passée à Strasbourg et qui peut faire réfléchir aussi sur les façons ou les modalités, les façons dont on peut agir de façon la plus efficace possible et en perdant le moins d'énergie possible, parce qu'on se rend compte qu'il y a différents fronts sur lesquels il faut lutter. Alors en fait, il y a à Strasbourg un réseau syndical assez actif depuis 2009, lorsqu'il y a eu les manifestations anti-Pécresse en 2009, donc. Et ça a permis aux étudiants et aux syndicats d'établir une mailing assez actif, où se trouve finalement une forme de convergence des luttes, puisque dès qu'il se passe quelque chose sur les questions du genre, il y a une sensibilisation qui passe aussi par le biais des syndicats. Ceci pour expliquer ce qui s'est passé à Strasbourg. Et donc, début 2013, on a vu passer, il y a eu quelques veilleurs qui nous ont envoyé l'annonce d'une conférence de l'Observatoire de la théorie du genre à l'Université de Strasbourg, dans les locaux et dans un amphi de la fac de droit. Et l'affiche disait clairement « La théorie du genre et ses conséquences pour nos enfants ». Donc on a quand même fait remonter à la fois les associations étudiantes et les syndicats. On a fait remonter une demande au niveau de l'administration pour savoir comment se faisait-il que cette association hors université avait obtenu ce que nous on a beaucoup de mal à obtenir pour des journées d'études, à savoir le bel amphi, un des beaux amphis de la fac de droit. On nous a répondu que c'était attenant, une association, etc. Et malgré tout, on a quand même déjà dit nos peurs qu'il y ait des propos homophobes prononcés lors de cette conférence.
on a été mal reçus par le président de l'université, mais on nous a dit que nous veillerons à ce qu'il n'y ait aucun propos illicite qui soit tenu à cette conférence. Bon. Donc, on y est allé, un petit groupe d'étudiants s'est rendu à cette conférence. Alors, de façon très générale, c'était une sorte de conférence assez médiocre. Un conférencier instituable scientifiquement, c'est-à-dire qu'il se présente comme chercheur, c'est un certain Olivier Vial, hein, qui est assez connu dans ce réseau mouvant, qui ne pouvait pas se situer scientifiquement, donc, et qui finalement a été bien formé parce qu'il a été assez prudent sur tous les propos homophobes, parce qu'il sait qu'il a aussi en face de lui, je pense, et il sait qu'il peut y avoir des gens qui peuvent réagir assez rapidement. Cela dit, là où vraiment il y a eu quelque chose de très grave, c'est qu'il y a eu des propos transphobes très importants. Et donc c'était clairement sur la question des enfants, on va changer le sexe des enfants, etc. Et là, c'était vraiment une peur sur laquelle ils ont bien glissé, et ils ont montré aussi des photos de personnes transsexuelles, un peu sur le mode Freaks. Donc c'est très choquant d'être dans la salle à ce moment-là en disant, voilà, vous avez une personne trans enceinte, là vous avez une personne trans nue, et donc cette projection de personnes dans un amphi, c'était très très violent. Et donc nous avons fait remonter ce qui s'était passé au niveau de l'université, puisqu'on nous avait assuré qu'il y aurait un suivi. Mais je tiens quand même à dire que ce qu'avait répondu le président de l'université, à propos de la tenue de cette conférence absolument pas scientifique, donc, et qui se présentait comme étant scientifique, il disait la chose suivante. On peut regretter que les organisateurs du débat n'aient pas jugé utile d'inviter des chercheurs spécialistes de ces questions et d'en faire l'annonce pour garantir un débat contradictoire. Un tel débat pourrait être organisé à un autre moment à l'initiative de la mission Égalité-Diversité. On a été assez choqués et on s'est demandé si une telle invitation aurait été faite à des chimistes ou à des biologistes, de dialoguer sur l'entente de travail avec des raéliens ou des créationnistes sur invitation d'une mission, je ne sais laquelle. Donc, on s'est clairement posé la question, est-ce que nous, en sciences, alors on n'est pas que en sciences humaines, mais une grande partie des études de genre se passe en sciences humaines, est-ce qu'on n'est pas davantage vulnérable du fait qu'en sciences humaines, on s'imagine que toutes les opinions sont possibles, audibles, et donc on peut perdre notre temps à dialoguer scientifiquement avec des personnes très engagées. Voilà, donc c'était sur ce terrain-là qu'on a commencé à se mobiliser. Et là, je ne sais pas combien de temps il me reste encore, sinon je pourrais passer, d'accord, encore un petit peu de temps. Donc il y a eu cette rencontre entre étudiants et enseignants. Donc suite à c'était à peu près le même moment, a commencé la rumeur sur la théorie du genre, et l'Académie de Strasbourg a été touchée. Il n'y a pas eu que Paris, il y a eu beaucoup de collèges et d'écoles de banlieue strasbourgeoise qui ont été touchés, parce que vous savez aussi que les réseaux religieux en Alsace, puisque l'Alsace, c'est pas tout à fait la France, que les curés et les rabbins sont payés par vos impôts, et les professeurs de religion également. Donc voilà, il y a eu une forte influence religieuse qui donne aussi accès à d'autres courants religieux, et donc les textos ont circulé et pas mal d'enfants ont été retirés de l'école. À ce moment-là, là aussi, les syndicats ont fait leur travail. C'est ça qui est bien, parce que ce sont des syndicats à la fois dans l'école élémentaire jusqu'à la recherche. Et donc ça aussi, c'est intéressant parce qu'on était au courant de ce qui se passait à l'école. Et petit à petit, il y a eu des remontées et des demandes d'instituteurs ou professeurs des écoles qui nous ont dit, voilà, on accuse le genre, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre justement, à ces questions-là. Et c'est là qu'on a réalisé, alors je fais ça aussi pour faire une forme de bilan, pour savoir comment ça s'est passé et surtout, que peut-on faire si ça recommence. Et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point, au niveau du rectorat, ils étaient complètement démobilisés, n'avaient pas les moyens de répondre. Des circulaires sont donc circulées justement en direction des professeurs des écoles, en leur disant d'écrire dans les carnets de liaison des enfants « Nous n'enseignons pas ce qu'ils ont dit que nous enseignons », ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc il y a eu une sorte de... Donc on s'est rendu compte qu'il y avait absolument une peur qui existait, et au même moment, nous étions plusieurs à devoir intervenir, on s'était porté volontaire pour intervenir à une journée de formation dans le PAF, un plan académique de formation des enseignants du secondaire, sur inscrire l'histoire des femmes et du genre dans les programmes, quelque chose comme ça. Eh bien, cette journée a eu lieu, mais nous avons eu des mails des inspecteurs. Alors, pour la même manière, moi, je ne suis pas tenue à un devoir de réserve, mais on m'a fait comprendre que je l'étais. Je ne sais pas comment, et le rectorat les inspecteurs nous ont clairement dit que nous n'avions pas le droit de dire que nous participions à cette journée de plan académique de formation portant sur le genre, car ils ne voulaient pas que le rectorat de Strasbourg soit accusé de former les enseignants à cette question-là.
Donc il y a eu un petit échange assez vif et c'était assez particulier de dire qu'on fait de la recherche, mais on ne doit pas le dire. Et on est invité pour former les enseignants, mais on ne doit pas dire sur quel... Enfin, voilà. Donc dans ce contexte-là de peur, on s'est dit qu'il fallait à la fois répondre et aussi rassurer. Et donc c'est de là qu'est partie cette pétition dont vous avez peut-être entendu parler et que vous avez peut-être signée, Genre, recherche, éducation, la bonne rencontre, où nous avons voulu faire un texte clair, simple, et qui permettait à toutes les personnes, enseignants, chercheurs, ou non enseignants et non chercheurs, de signer. Et l'idée a été ensuite, à partir des 12 000 signatures que nous avions rassemblées, de faire une publication dans les pages Libération pour publiciser notre action. Voilà, la suite des aventures après. Bien. Marlène Cacouot, maintenant. Oui, alors moi, à la différence de Sandra, là, qui faisait allusion à quelqu'un de non identifié, pas très bien identifié en tout cas, j'ai été confrontée à des déclarations de quelqu'un qui est très bien identifié comme chercheur et situé dans l'élite intellectuelle française, monsieur Antoine Compagnon, professeur de littérature française au Collège de France. Je me suis intéressée à ces déclarations et j'ai essayé de réagir sur la féminisation chez les professeurs du secondaire. Il y a aussi quelques allusions aux enseignants du primaire et accessoirement chez les magistrats. Dans un entretien accordé au Figaro en janvier 2014. Donc, un lien est établi explicitement par M. Compagnon entre la présence majoritaire des femmes chez les professeurs des écoles et professeurs du secondaire. Ensuite, il se centre plutôt sur le secondaire. Donc, un lien entre la féminisation et le déclassement social dont souffriraient les enseignants en général, la déconsidération, je cite, dont elles et ils seraient l'objet dans la société contemporaine. J'analyse ces déclarations comme une forme de participation à un mouvement qui cherche à discréditer les enseignantes en réduisant leur engagement professionnel à une commodité. Selon M. Compagnon, je cite, « L'enseignement est choisi en raison de la souplesse de l'emploi du temps et des nombreuses vacances qui leur permettent, aux femmes, de bien s'occuper de leurs enfants. » En présentant les rémunérations perçues comme un salaire d'appoint, alors très intéressant aussi parce qu'il est sous-entendu que pour avoir davantage d'hommes dans l'enseignement, il faut augmenter les salaires, mais on n'évoque pas le fait que les salaires pourraient être ou devraient être augmentés maintenant tout de suite alors qu'il y a une majorité de femmes. Donc vous voyez tout de suite le lien qui est fait, là encore, entre masculinité et récompense en termes, ou rémunération en termes de salaire. En construisant donc le métier de professeur comme un métier féminin, donc s'agissant du primaire et du secondaire, comme je l'ai dit, les professeurs des universités et du Collège de France, des hommes pour la plupart, exercent sans doute un métier masculin. Autrement dit, les femmes diplômées du supérieur passent des concours sélectifs, mais de par leur nature, c'est ce qui est sous-entendu, donc c'est là où la perspective de genre peut intervenir utilement, de par leur nature, elles aspirent à consacrer une grande partie de leur temps au maternage. Toutes disposent d'un mari qui apporte l'essentiel des ressources. Donc, la figure de la mère et de l'épouse portée sur le devant de la scène masque ou même efface celle de la professionnelle qualifiée. Les rapports de genre, parce qu'il y en a évidemment là comme ailleurs, leur traduction dans le champ de l'activité professionnelle, d'une part, de la vie familiale, d'autre part, sont laissés de côté. Certes, les enseignantes assument une part non négligeable des tâches domestiques et d'éducation, mais elles résistent aussi à l'usage privé de leur temps et de leurs compétences en exerçant un métier qui exige un fort engagement professionnel. Je pense qu'on ne me démentira pas la collègue qui a parlé, chez la collègue qui a parlé auparavant, un fort engagement personnel au quotidien et qui suppose une charge de travail importante sur le lieu de travail et à la maison. Plus de 40 heures de travail selon le ministère lui-même et dans certaines disciplines, beaucoup plus
de 40 heures, donc si l'on compte toutes les tâches. Ces données objectives sont ignorées par Antoine Compagnon, comme les analyses historiques et sociologiques développées par des chercheurs et des chercheuses ou des chercheurs sur le métier d'enseignant et d'enseignante, le statut à différentes époques, les enjeux qu'il recouvre pour les femmes et pour les hommes hier et aujourd'hui. La féminisation est considérée à la fois comme le symptôme et la cause des difficultés rencontrées dans le secteur de l'éducation ou dans la magistrature aujourd'hui. Ces propos contiennent des erreurs manifestes. Le métier de professeur serait sans aucune évolution, je cite, les seules promotions possibles, c'est le syndicalisme ou l'inspection. Comme par hasard, on n'évoque pas les formes de promotion davantage recherchées par les femmes, le changement de grade par le concours et le travail intellectuel qu'il suppose, la recherche et l'innovation pédagogique, la direction des écoles et des collèges. Enfin, bon, pour la direction des écoles, les hommes sont encore surreprésentés et dans la direction des établissements secondaires également. Mais il y a des femmes qui briguent cette position. Donc, des actions, j'ai presque terminé, qui impliquent, et ça me paraît important de le souligner, une intervention directe sur le terrain avec les élèves. On n'évoque pas enfin les raisons pour lesquelles les femmes sont moins représentées dans les fonctions d'inspection et de responsables syndicales, ainsi que les changements qui sont observables dans ces domaines. Merci beaucoup. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de revenir sur des points que vous... D'abord, on a encore 2 autres questions, et puis ensuite, il y a un débat, et vous pourrez tout à fait intervenir dans le débat pour redonner des précisions. Donc, on va passer à la deuxième question, qui était par rapport à ces mouvements anti-genre. Comment est-ce que vous avez réagi? On a commencé un peu à en parler. Des actions que vous auriez mis en place ou dont vous voudriez témoigner, et des actions auxquelles vous avez été associés. Alors, on va peut-être repartir donc par Sandra Boringer. Alors, bon, j'avais commencé à parler de ce réseau qui s'est créé sur la question genre, recherche, éducation. Nous, ce qui nous a semblé important, donc je parle toujours en tant qu'enseignante à l'Université de Strasbourg, c'était aussi de créer des réseaux donc avec les étudiants, avec les enseignants du secondaire et également avec la société civile par le biais de conférences grand public. Et là, je vais faire un peu sous forme de teasing, je vais vous raconter une action que j'ai menée où je pense qu'il y avait peut-être une erreur stratégique, pas forcément de ma part, mais... Voilà, ça peut nous faire réfléchir sur une façon d'être actif, de réussir à intervenir sans perdre trop notre énergie. Donc, dans le contexte d'invitation à expliquer ce que c'est que le genre, etc., j'ai été invitée à plusieurs débats. Certains se sont bien passés. Et il y en a un qui s'est passé de façon un peu étrange et dont je voulais vous parler. Des collègues m'ont dit, voilà, en Alsace, il y a aussi un fort poids des catholiques et des protestants, c'est bien, etc., etc. Et il y a un centre dominicain très ouvert qui voudrait organiser un débat sur le genre. Bon, très bien, ok. Donc, sans demander plus d'informations. Et ce sont des conférences qui attirent effectivement une centaine de personnes chaque fois. Et peu de temps avant, je découvre le titre de cette table ronde, où j'étais invitée en présence d'un autre collègue philosophe. Et le titre était le suivant, « Sexe, genre et loi naturelle ». Bon. Bon, après tout, s'il s'agit de débattre, etc. Et alors, l'argument que je ne connaissais pas et que j'ai découvert donc 2 jours avant d'aller à ce débat, en plein centre de Strasbourg, comme je vous l'ai dit, je vous donne juste les 3 lignes d'argumentaire pour vous expliquer un peu la situation délicate dans laquelle j'étais. Face aux questions posées par le genre, peut-on nier une part d'humanité? Par ailleurs, contrairement à certaines idées reçues, et comme le manifeste de la doctrine des droits de l'homme relative à une conception de la dignité humaine regardée comme universelle, la notion de loi naturelle n'est pas un avatar dogmatique du christianisme. Je me suis dit, quoi faire avec un tel argumentaire? Et donc cette table ronde s'est formulée de la façon suivante. Un collègue philosophe plutôt catholique a défendu l'idée de la loi naturelle, a expliqué comment il l'entendait. Et j'ai dû ensuite expliquer comment j'entendais la question du genre. J'ai bien expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une théorie qui imposait des comportements, qu'il s'agissait d'un champ d'études scientifique qui ouvrait les questions, et qu'en revanche, tout ce qui relevait de l'égalité homme-femme était relatif à une politique publique qui utilisait les résultats scientifiques des études de genre. Donc j'ai bien essayé de montrer les 2 champs très différents. L'un qui est politique, mais en tant que scientifique,
parce que toute recherche est politique dans le sens où toute recherche peut être contestée, risquée, dangereuse, comme à un moment donné, quand on faisait des recherches dans le champ de l'astronomie, on sait très bien à quoi ça pouvait nous heurter, ou dans le champ de l'évolution, de la question de l'évolution, etc. Donc pour montrer que je ne tenais pas à rejeter la dimension politique, mais voilà, on était dans un champ scientifique également, et que tout ce qui était en termes de politique publique relevait d'un gouvernement démocratiquement élu. Et ça aussi, il fallait le préciser, hein, que les ABCD de l'égalité avaient été mises en place par un ministère qui avait été démocratiquement élu, hein, dans le cadre du suffrage universel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de ce débat, le public qui, a priori, était plutôt prêt à entendre des choses peut-être intéressantes si j'avais pu parler des domaines dans lesquels je travaille, et dont je vous parlerai après, à savoir l'Antiquité, en fait, j'ai été amenée dans une position défensive en permanence. Et finalement, dans le public, on retrouve aussi toujours les mêmes questions. Il y avait évidemment des gens de Vigigender qui posent toujours les mêmes questions sur les opérations, John Monnet, ce qui s'est passé sur la clinique transsexuelle, etc., alors que ce n'était pas le débat. Et donc finalement, en me livrant corps et âme à un débat dont je ne maîtrisais pas ni l'argument ni les modalités, ça a été finalement du rodéo. Ça n'a pas été, comment dire, c'est bien passé, le public était content, etc. Mais je suis sortie à la fois épuisée, déprimée, et en train de me dire que finalement, il y aurait eu moyen de faire quelque chose de plus efficace si j'avais anticipé peut-être les modalités du débat. Parce que finalement, du côté de la personne qui avait joué le rôle elle disait tout le temps, je me fais l'avocat du diable. Sympa pour le contexte religieux dans lequel on était. Mais il y avait aussi des collègues de théologie catholique qui étaient venus. Enfin, c'était un peu particulier parce qu'à la fois, il fallait tenir des propos aussi face à une société civile et à côté des collègues universitaires. Donc, c'était un peu délicat comme débat. Et finalement, je pense que le fait de se retrouver uniquement à défendre quelque chose, alors qu'en face, finalement, la personne n'a pas senti le besoin de développer la raison pour laquelle elle pensait telle chose, pourquoi elle considérait que les hommes et les femmes devaient être comme ça, en quoi être catholique n'était pas une position idéologique, par exemple. Et donc finalement, je me retrouvais à défendre les études de genre contre l'accusation d'être politique, alors qu'en face, je n'ai pas osé finalement inverser l'attaque et demander à l'autre de se défendre. Donc voilà, donc là j'ai trouvé que finalement le terme de offensive était très bon parce que je pense qu'il faut trouver les moyens de se retrouver dans une situation où on peut développer quelque chose et pas être uniquement dans une position défensive. Donc voilà, c'était pour réfléchir un peu, faire un bilan des actions menées. Merci beaucoup, parce que ça va nous faire effectivement beaucoup réfléchir sur faut-il accepter ou pas d'aller débattre et dans quelles conditions. Et c'est vraiment, on est quand même nombreuses à être très souvent sollicités et c'est pas toujours évident de gérer cette parole publique. Donc Marlène, la même question sur les réactions et les actions, soit que tu as menées, soit qui ont été menées et auxquelles tu as pu être associée ou témoin. Du point de vue des réactions, je souhaite mentionner tout d'abord que j'ai reçu des messages de collègues. Oui, parce que j'ai rédigé un texte. Oui, je devrais peut-être commencer par là. J'ai rédigé un texte. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi. Non, avant même de rédiger ce texte, j'ai reçu des messages de collègues et d'étudiants qui avaient lu l'entretien avec Monsieur Compagnon dans le Figaro et qui, connaissant mon intérêt pour les questions traitées, si l'on peut dire, m'ont écrit et m'ont envoyé parfois le texte, et aussi d'étudiants qui avaient suivi mes cours. Donc ça m'a fait très plaisir et ça m'a créé un réel soulagement puisque je pouvais vérifier que la réflexion socio-historique sur les personnels de l'éducation menée dans une perspective de genre avait porté ses fruits. Je pense que les collègues qui s'intéressent à l'enseignement et le genre, ou l'enseignement du genre, réagiraient de la même façon. Alors, forte de cet appui, j'ai rédigé un texte où je cherchais à démystifier les arguments avancés en montrant leur caractère répétitif et régressif. Donc, c'est le mythe d'un âge d'or sans les femmes qui se trouve réactivé et d'une décadence qui arrive avec les femmes. Bon, une figure bien connue, classique. Et en opposant à ces arguments, entre guillemets, des faits établis à partir de recherches scientifiques. Il s'agissait d'ouvrir la réflexion sur le statut social des instituteurs et des professeurs dans le passé, statut qui n'est pas si mirifique dans le passé, et dans le présent, statut qui n'est pas si désavantageux.
sur les causes et les difficultés rencontrées dans l'exercice du métier, difficultés qui ne sont pas propres à la France, contrairement à ce que l'on nous dit, sur la féminisation dans le secondaire qui est inégale, différentielle selon le grade, la discipline, le type d'établissement, le niveau des élèves, sur le fait que la répartition des femmes et des hommes dans le supérieur et les rapports de genre à ce niveau-là ne suscitent pas de questions. Des voix s'élèvent parce que des femmes essentiellement instruisent des enfants et des adolescents. Monsieur Compagnon a récidivé le 15 janvier 2014, une semaine plus tard, dans le magazine Les Inrocks, et là, il mettait l'accent sur le fait que c'était nuisible, en quelque sorte, pour les élèves d'avoir beaucoup de femmes en face d'eux et pas assez d'hommes. Mais il ne posait pas la question sur les effets de la présence très majoritaire des hommes, 80% environ, chez les professeurs des universités. Donc j'ai soulevé aussi cette question. Alors pour diffuser ce texte, j'ai utilisé les canaux dont je disposais, le forum du magazine Le Nouvel Observateur par exemple, qui m'avait interrogé quelque temps auparavant sur la féminisation chez les enseignants du primaire. Alors, le hasard du calendrier, enfin, hasard si l'on veut, a fait que j'ai été à ce moment-là invitée par France Culture avec Julie Jarty, qui est maîtresse de conférence à Toulouse et qui est l'auteur d'une thèse sur les professeurs en France, du secondaire, en France et en Espagne. J'ai envoyé mon texte également à l'Argef et il a été diffusé auprès des adhérents et des adhérentes de cette association, qui est l'association de recherche sur le genre, l'éducation et la formation, afin de créer un lien entre les chercheuses et les chercheurs qui s'intéressent à ces domaines et faire des propositions de formation, par exemple, auprès des enseignantes et d'action. Bien, merci. Donc, même question sur vos réactions. Vous y avez à Colette Coffin, donc vous y avez déjà fait allusion, mais peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin sur les différentes réactions et ce que vous avez essayé de mettre en place ou les actions auxquelles vous avez été associés. Voilà, c'est sûr que sur le terrain, on fait une politique de petits pas. Comme les intervenantes précédentes l'ont souligné, on est en permanence confronté au plafond de verre, hein, qui est une réalité. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Avec finalement, on cherche un petit peu à promouvoir les hommes quelquefois, parce qu'il s'agit de monter dans les grades de l'institution. Il faut distinguer, je pense, deux niveaux, à savoir réellement, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, une frilosité de l'institution par peur politique, sans doute, ou autre, et puis aussi tout simplement des réflexes inhérents peut-être à notre éducation. Moi-même, quelquefois, maintenant, je suis très vigilante de plus en plus à bien dire que je suis directrice et non directeur, parce que la féminisation du vocabulaire est importante. Donc ça, c'est de tous les instants. On doit aussi le dire avec humour à ses collègues. Je suis aussi, voilà, les réactions, finalement, quelquefois je m'interroge sur le fait qu'on ait tellement peur de l'institution, parce qu'il y a beaucoup de collègues. Alors c'est bien à Strasbourg, apparemment, qu'il y ait des enseignantes et enseignants qui aient fait remonter des interrogations, mais globalement, j'ai l'impression plutôt que les collègues sont indifférentes ou indifférents, et les nouveaux programmes qui sont en cours n'ont pas l'air de promouvoir beaucoup plus que les précédents. Il y a une phrase sur l'égalité des sexes, mais enfin, ça n'a pas l'air d'être la priorité. Donc ça rassure un philosophe qui dernièrement a dit qu'on enseignait que la théorie du genre à l'école. Le premier pilier reste lire, écrire, compter. Il n'y a pas de souci. Donc là, il y a aussi mensonge. Après, c'est dans la vie... c'est dans la vie de tous les jours qu'on intervient en permanence. Alors, par exemple, quand j'étais directrice d'école dans une autre école, avec l'approbation de l'ensemble de mes collègues,
que j'ai fait peindre les toilettes des filles en bleu et les toilettes des garçons en rose. Alors, rose vif, hein, mais pas rose layette. Mais voilà, ça a provoqué des réactions. Une fort jolie phrase d'un jeune garçon qui a dit mais les couleurs sont à tout le monde. Voilà, bon, ben, c'est plus au terrain, on discute avec les parents, on les reprend. Comme je vous l'ai dit, on écrit dans les conseils d'école. Les écoles sont, en parlant des 2 écoles maternelles et élémentaires, les 2 écoles sont pleinement engagées au quotidien dans la lutte contre les inégalités. Ceci passe aussi par un travail sur les stéréotypes de genre. Les petites filles peuvent aussi jouer aux voitures et les garçons avec les poupées. Promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, c'est préparer la société de demain, et nous y travaillons dès la maternelle. Voilà, bon, ça c'est des actions de tous les jours qui permettent, on l'espère, aux parents d'évoluer, mais nous sommes une toute petite pierre dans l'édifice. Merci. Ensuite, Marie Leroy, voilà votre expérience. J'ai un peu répondu aux 3 questions en une. Je voulais finir sur une journée qu'on a organisée avec les centres de planification qui voulait parler des ABCD de l'égalité. Et on a fait appel donc au rectorat, donc le chargé de mission qui s'appelle Monsieur Bacry, et qui était chargé de mission égalité filles-garçons et qui a refusé d'intervenir en nous disant allez sur Internet. Et c'est bien connu, quand on fait des journées de formation, on va sur Internet, on balance un écran et voilà, il n'y a personne en face. Donc il nous a renvoyé sur Aminata Diallo, qui était la responsable chargée de mission égalité de la Seine-Saint-Denis, qui a aussi refusé de venir et qui nous a dit allez sur Internet et vous aurez tout sur le site des ABCD de l'égalité. Eh bien, comment on a fait pour résister ? J'ai fait appel à Nicole Mosconi, qui est ici présente, et qui est venue parler et qui a formé les professionnels dans le cadre de cette journée. Enfin, on voit bien que de toute façon, il ne faut pas baisser la garde. Il faut évidemment travailler en réseau, je veux dire, et avoir des acteurs, des actrices autour de soi qui sont convaincus. Et puis finalement, on a dit ils veulent pas en parler. On va trouver quelqu'un d'autre qui va en parler. Et puis on a réussi à monter notre journée de formation finalement. Donc on était très contentes. Et donc le problème dans une collectivité locale, moi je travaille vraiment sur le terrain, c'est que il y a le pouvoir politique et il y a une direction générale et que les gens sont pas forcément en accord. Et moi, je suis une espèce d'électron libre là-dedans parce qu'on ne sait pas trop de qui je dépends. Et finalement, je m'en sors pas trop mal. Et je veux dire, un des actes de résistance, c'est par exemple de travailler avec Hélène depuis peu, Hélène Marquier, et d'essayer de travailler avec des étudiantes de Paris 8 pour tisser du lien et construire ensemble des réponses en fonction des réalités du terrain. Si c'est les ABCD de l'égalité, si c'est travailler avec les collèges, si c'est travailler avec les lycées, c'est de monter les choses ensemble. Mais bon, voilà, c'est vraiment un travail de fourmi, parce qu'à l'échelon local, évidemment, c'est pas pareil qu'au niveau d'une université. Mais bon, moi, j'ai l'impression qu'on avance, parce que, on baisse pas la garde. Voilà. Et puis, je voulais remercier Nicole, parce que franchement, elle n'aurait pas été là. Je ne sais pas comment on aurait fait par rapport à cette journée qu'attendaient les professionnels de Saint-Denis pour travailler sur l'égalité. Et on a quand même eu des portes closes du côté du rectorat. Bon, merci. On en saura peut-être un peu plus sur le contenu de cette journée aussi, dans la discussion. Hélène ? Voilà, donc on a un petit peu avancé sur quels étaient les résultats, mais j'aimerais que vous précisiez quel retour vous avez eu de toutes de vos actions. Et puis aussi, comment vous comptez poursuivre et qu'est-ce que vous comptez la mettre en œuvre. Et je pense que les assises, c'est aussi le moment où parfois il y a des idées qui surgissent à la fois de la salle et de nos intervenantes. Et donc, on commence par Marlène. Bien, cette action a reçu un accueil favorable de la part de personnes directement concernées, des enseignantes et des enseignants. Des jeunes femmes professeurs ont, elles aussi, répondu avec humour et fermeté sur Internet aux propos de M. Compagnon. J'ai été très intéressée par ces témoignages pour les confronter avec des matériaux d'enquête et pour réfléchir aux différences entre les générations. Alors, je pense qu'il faudrait maintenant faire des enquêtes et je souhaiterais que des collègues plus jeunes et des doctorantes et des doctorants se saisissent de la question auprès des jeunes enseignants, enfin des enseignants de la dernière génération, si on peut dire, parce que là, j'ai été frappée tout de même par le fait que certaines et certains avaient vraiment adopté la perspective de genre. Bon, mais quand la collègue et moi-même, on parle des enseignants, en général, évidemment, on parle de professeurs de plusieurs générations. Donc, il faudrait voir aussi chez les plus jeunes comment ça se passe.
Alors, donc, comment je compte poursuivre? Bien, chaque fois qu'une demande m'est adressée pour une intervention auprès d'un public non universitaire, enfin, a priori, en tout cas, dans une bibliothèque ou une médiathèque, là, je vais aller bientôt à celle de Saint-Ouen, ou une université interage, bon, il y a un projet aussi de ce côté-là, je m'efforce de répondre à cette invitation, d'apporter un contenu objectif et de dialoguer avec les personnes présentes. Hein. Je vais dans le même sens que ce qui a été dit, je crois que c'est vraiment très très important. Alors, par ailleurs, du point de vue de l'action auprès des personnels eux-mêmes et au sein de l'institution, je préconiserais d'associer les enseignantes et les enseignants à la réflexion. En effet, les actions soutenues par les instances officielles, enfin, à vous entendre, je mettrai là encore des guillemets à soutenu, mais enfin, disons, ce qui a été engagé jusqu'à maintenant, concerne avant tout les élèves. Alors, ça concerne bien les enseignants, bien entendu, mais disons les enseignants par rapport à leur action auprès des élèves, même si, bien entendu, cette réflexion devrait mener les enseignants et les enseignantes à réfléchir aussi en même temps sur leurs propres conditions. Mais peut-être faudrait-il justement monter aussi des actions, dans le cadre des actions de formation, des contenus plus directement orientés sur les inégalités au sein du personnel de l'éducation nationale à tous les niveaux, enseignants et non enseignants. Afin justement que cette prise de conscience soit encore plus approfondie. En effet, les propos, si on réfléchit bien aux propos tenus à l'égard de la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, eh bien, ils font sens donc à différents niveaux, c'était montré, mais aussi parce qu'il s'agit d'un ministère où les hommes encadraient et les femmes enseignaient, où les hommes encadrent encore largement et où les femmes enseignent, puisque même au niveau primaire, les hommes qui sont peu nombreux sont néanmoins surreprésentés dans les fonctions de direction. Et c'est la même chose dans l'enseignement du second degré. Les femmes ont progressé à la direction des collèges, mais elles ne constituent que 30% des proviseurs de lycée. Bon, donc ça me semble quelque chose d'important. Alors les syndicats d'enseignants ont pris aussi des initiatives dans ce domaine pour réfléchir sur la place des enseignantes justement au sein de l'éducation nationale. Alors il faut se pencher aussi sur les difficultés liées aux conditions d'enseignement, sur les violences verbales et physiques dont les enseignantes peuvent être l'objet, ainsi que les chefs d'établissement. Des études, des enquêtes ont été menées là-dessus, notamment par la MGEN, par les syndicats, par différentes instances. Donc on a des données, et il faudrait peut-être que ces données soient davantage diffusées, discutées, également au sein d'un public assez large, plus large, et évoquer aussi le poids qui pèse sur les enseignantes en tant que mères, quand elles le sont, car elles n'ont pas droit à l'échec avec leur progéniture. Bon, il ne faut pas oublier que la pression scolaire qui s'exerce actuellement s'exerce sur tous les élèves et tous les parents d'élèves, mais également sur les enseignantes par rapport aux élèves et en même temps par rapport à leurs propres enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans les entretiens et dans les enquêtes par questionnaire. Bon, et il faut aussi réfléchir sur un métier où l'on est précisément constamment confronté à des enfants et à des jeunes dans son travail et chez soi. Donc, toutes ces questions doivent être soulevées si l'on veut saisir les causes complexes de la relative désaffection pour le métier. Parce que dans les années 60 et 70, on a pu compter sur la main-d'œuvre féminine dans le secondaire, étant donné que les autres professions ne s'ouvraient encore que timidement aux femmes. Mais aujourd'hui, il y a d'autres débouchés aussi pour les diplômés de l'enseignement supérieur, notamment la magistrature qui s'est féminisée, la médecine, etc. Et donc, on voit que les femmes ne sont plus forcément disposées à s'engager dans l'enseignement, les femmes aussi. Donc, c'est peut-être le moment de mener une réflexion. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je passe la parole à Colette Coffin.
Donc, comme je vous l'ai dit, action de tous les jours, ne jamais lâcher, sensibilisation permanente des collègues. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui m'a fait très plaisir, parce que quelquefois on se dit, bon, ça sert à quelque chose, parce que j'ai retrouvé dans ma circonscription un collègue avec qui j'avais été en formation de direction il y a quelques années. Et donc, je ne perds jamais une occasion pour essayer de sensibiliser collègues et hiérarchie au problème du féminisme. Et c'est ce que j'avais déjà fait dans ma formation, en reprenant les inspectrices et les inspecteurs quand je trouvais qu'il y avait des propos sexistes. Et la première chose qu'il m'a dit quand il m'a vu, tu n'as pas changé, mais c'était bon, ça avait l'air plutôt positif. Et donc voilà, parce que tout le monde a besoin d'un petit coup de pouce pour se dire, finalement, je suis d'accord, finalement, c'est du bon sens. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du mot féminisme, mais qui le sont sans le savoir ou sans l'analyser. Il suffit juste de le mettre en valeur. Après, il y a le niveau des élèves, parce que les élèves, ils reproduisent les schémas familiaux, beaucoup, dans les cours de récréation. Donc, ils traitent ma mère. Alors ça, c'est presque tous les jours, ils traitent ma mère. Ben oui, parce que la mère est sur un piédestal. Par contre, la femme à côté, t'es ami avec une fille. Voilà, c'est un petit garçon a eu le courage de dire qu'il était ami avec une petite fille qui était un peu rejetée. Ben ça, on met en avant. Puis on travaille sur les jeux de cours pour faire des jeux mixtes qui vont éviter la violence. Rappeler que le foot, rien contre le foot, je suis tout à fait amie du foot. J'ai une fille qui joue dans une équipe de foot. Mais voilà, c'est aussi pour tout le monde. Et c'est pas obligé que ça écoute toute la cour. Donc, travailler au quotidien pour me faire un petit peu avancer, puis essayer de rester positif, même si quelquefois on est un peu découragé. Voilà. Merci beaucoup. Marie Leroy. Bien évidemment, je le redis, au niveau local, il faut travailler évidemment avec le politique. Il faut qu'on ait des politiques qui soient convaincus. Il faut être convaincante, j'essaye de l'être au quotidien. Il faut travailler en réseau, alors ça c'est ce qu'on fait. Puis je suis un peu soutenue quand même par rapport à des associations sur le territoire. Je pense au CIDF, à SOS Femmes, enfin tout un tas d'acteurs avec qui on travaille. Bon, sur le département de la Seine-Saint-Denis, on a des dispositifs comme Jeunes contre le sexisme à destination des collèges, Jeunes pour l'égalité, qui est un dispositif financé par la région qui permet de faire un travail dans les collèges et lycées. Voilà, il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer de mener des actions de formation, ça, on en fait régulièrement, aussi bien au sein des établissements scolaires qu'au niveau de la ville, à destination de l'ensemble des acteurs et des actrices. Et puis, je crois qu'il faut travailler avec le plus grand nombre. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une mission transversale, et donc il faut travailler dans les maisons de quartier avec les femmes, sur les quartiers. Ça, c'est essentiel. Je pourrais citer, vendredi soir, j'ai fait un défilé dans Saint-Denis avec des pancartes. Ce sont des femmes de quartier d'habitat populaire. On a travaillé ensemble sur les slogans et on a préparé nos pancartes qu'on a fait à l'école d'art plastique. Donc ça, c'était aussi formidable parce qu'il y avait aussi une démarche d'éducation populaire. Et on a défilé dans les rues de Saint-Denis et c'était vraiment extraordinaire. Bon, ça, c'était parce qu'on était dans un temps festif, de fête de Saint-Denis, mais il faut être présent, il faut être présente partout. Il faut travailler avec les médiathèques, par exemple. Donc, les médiathèques de la ville travaillent sur ces questions d'égalité maintenant, suite à une formation qui a été mise en place par l'association Adéquation. Il y a une mal-égalité, donc on travaille dès le plus jeune âge autour d'une littérature jeunesse non sexiste. On travaille évidemment avec les centres de planification, le mouvement français pour le planning familial. Enfin voilà, il faut travailler avec l'ensemble des acteurs et puis essayer de répondre, je veux dire, alors souvent on est un peu, enfin moi j'ai l'impression de faire un peu la pompière de service. On va m'interpeller parce qu'il y a eu un problème de viol sur un collège. Mais voilà, il faut inscrire des actions sur le long terme avec toutes et tous. Voilà, et continuer de convaincre, de former, et puis surtout ne pas être seul dans son coin. Et vraiment, l'idée de travailler avec l'université, pour moi, c'est essentiel, parce que les étudiantes ont beaucoup à m'apporter. Moi, j'ai aussi envie qu'elles fassent de la recherche à l'échelle du territoire et qu'on travaille ensemble. Ça va faciliter un certain nombre de choses. Et puis, voilà, il faut agir. C'est-à-dire que je suis convaincue que si on attend qu'il se passe quelque chose, il se passera rien. Je veux dire, si j'avais attendu une validation de l'inspecteur ou de l'éducation nationale pour faire, on n'aurait rien fait. Eh bien, on l'a fait et on va continuer. Voilà. Merci beaucoup. Sandra Bourringer. Pour rebondir, je suis entièrement d'accord. Effectivement, créer du réseau à tous les niveaux de la société civile et aussi à l'intérieur du monde de l'enseignement et de la recherche. Et peut-être aussi, pour encourager ce réseau,
inscrire, enfin avoir un maximum de démarches de visibilité. Et je pensais alors là à quelque chose de plus concret, mais inscrire visiblement les enseignements qui existent sur la question du genre dans le cadre des maquettes, dans le cadre des SP ou des maquettes de licence, c'est assez utile parce qu'aussi il s'agit de rendre visibles les personnes ressources. Un tout petit exemple, suite à la rumeur de la théorie du genre, la station LGBT, qui est le centre LGBT de Strasbourg, qui est soutenu par la municipalité de Strasbourg, hein, donc à nouveau importance d'avoir des contacts avec les politiques, avait fait une conférence de presse autour de cette question-là, et j'étais intervenue tout simplement en tant qu'antiquisante. Et bien, peu de temps après, on m'a appelée pour me demander d'assurer une formation dans une école d'ingénieurs pour lutter contre les affiches sexistes. Donc, c'est très sympa de m'appeler moi pour cette question-là, mais ce que je voulais dire, c'est c'est pas moi la personne ressource, c'est pas moi la personne qui suis compétente, et donc il y a clairement des besoins, hein, les gens étaient prêts à payer des heures de formation, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on affiche davantage les compétences des uns et des autres, la disponibilité des tarifs également, enfin quelque chose de concret, parce qu'il y a clairement des besoins et des demandes, et également maintenant dans les SP, donc l'école qui forme les futurs enseignants, il y a des heures qui sont maintenant attribuées à la formation pour le genre, mais il n'y a pas encore suffisamment d'enseignants et d'enseignantes formés pour assurer cet enseignement. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Et pour continuer sur la question de la transmission, moi je pense qu'en tout cas dans mon domaine d'historienne de l'Antiquité, un des points qui m'importe et qui fait écho à ce qui se passe aujourd'hui avec la question des manifs, pas pour tous d'ailleurs, c'est l'intrication très contemporaine entre l'identité de sexe, ou la représentation que nous avons de l'identité de sexe, et la sexualité. Alors la sexualité, c'est un grand mot qui renvoie à des choses très très floues. Et ça m'a toujours, je trouve ça important de repréciser ce qu'on entend par ça. Alors évidemment, on peut renvoyer aux travaux de Michel Foucault, mais je voulais peut-être juste vous donner une définition pour vous montrer combien c'est différent ailleurs. Donc je vous donne une définition d'Arnold Davidson dans L'émergence de la sexualité. Arnold Davidson, qui est un chercheur américain foucaldien. Nous sommes notre sexualité, du moins nous l'a-t-on dit et redit. En ce sens, il n'y a aucun doute que cela va sans dire. Nous ne saurions penser à nous-mêmes, à notre identité psychologique la plus fondamentale, sans penser à notre sexualité, à cette couche souvent profonde et secrète de nos désirs qui révèle le genre d'individu que nous sommes. Et le triomphe des sciences humaines est précisément d'avoir mis en lumière, avec toute la force des concepts scientifiques, le rôle de la sexualité dans la formation de notre personnalité, sa place privilégiée au cœur de notre vie psychique. Et cette fonction très forte qui apparaît au cours du 19e, c'est quelque chose de très récent. Cette injonction que nous avons de nous définir par rapport à un élan érotique où le sexe de la personne aimée a un sens. Et ce qui est intéressant quand on travaille sur l'Antiquité, c'est qu'on peut travailler comme un anthropologue ou comme un ethnologue, d'un point de vue, un écart, parce que nous sommes dans des sociétés que les Américains, qui sont les premiers à travailler sur cette question-là, ont nommé before sexuality. Ce sont des sociétés d'avant la sexualité, où la sexualité, comme nous l'entendons, n'existe pas, au sens qu'il n'y avait pas d'injonction à se définir par rapport à une pratique érotique spécifique. De même, l'identité de sexe, contrairement à ce qu'a pu dire Françoise Héritier, avec toute l'estime que j'ai pour le travail de Françoise Héritier, la différence de sexe n'est pas le premier critère ressenti par les Grecs et les Romains. Le premier critère qui fait sens est la différence entre les individus libres et non libres, entre ceux qui possèdent leur corps. Donc c'est vraiment le corps qui est là. Est-ce que mon corps m'appartient ? Au sens général. Et donc, quand on voit qu'il y a des sociétés qui fonctionnent différemment sur des oppositions ou des critères différents, on se rend compte qu'il y a d'autres façons de fonctionner. Et par exemple, dire l'homosexualité n'existe pas dans l'Antiquité, bien sûr, ça peut être un peu violent, mais il faut dire également que l'hétérosexualité n'existe pas non plus dans l'Antiquité et qu'il aurait semblé complètement loufoque de désigner quelqu'un comme hétérosexuel et lui dire qu'il appartient à la même catégorie que tel esclave, que tel paysan, voire que telle femme hétérosexuelle. Donc ces catégories-là, on voit qu'elles sont mouvantes, on voit qu'elles ont évolué. Alors un travail que nous, chercheurs, on peut faire, c'est de publier aussi des ouvrages à destination d'un grand public, des anthologies. C'est ce que j'ai fait avec Louis-Georges Tin, qui est le fondateur de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie. On a publié une petite anthologie aux belles lettres qui s'appelle « Aimer en Grèce et à Rome ». Et on a voulu prendre le contre-pied de tous ces ouvrages qui parlent toujours de l'amour et qui ne parlent que de l'amour hétérosexuel. Et nous, on se dit, mettons un titre général, et ici, on verra, il est effectivement question que d'homoérotisme, mais l'idée était vraiment de montrer que l'homoérotisme
était une forme d'érotisme reconnue et valorisée, en particulier à l'époque archaïque. Alors, je vous parle de Sappho, mais je peux aussi vous parler d'auteurs comme Alcman ou comme Théognis. Donc voilà, c'est envie d'aller voir d'autres textes et d'autres façons de fonctionner. Alors, bien sûr, l'Antiquité n'est absolument pas un idéal, mais l'idée d'aller voir ailleurs la façon dont les choses se formulent, je trouve que c'est ça ce que j'aurais dû dire lors de cette table ronde complètement mal organisée au Centre Mounier, parce qu'on m'a demandé de justifier en permanence des choses, alors que je trouve que parfois, si on prend les choses par un autre biais, en disant « Voilà, moi je travaille là-dessus, faites-vous votre opinion si vous voulez, je ne veux rien vous imposer, voici les textes », on voit que ça fonctionne autrement. Mais ça pourrait marcher aussi pour des travaux d'anthropologie dans d'autres domaines. Hein. Il n'y a pas que... Mais comme l'Antiquité jouit aussi d'une sorte de force symbolique, vous savez, et très, très marquée aussi au niveau classe sociale, je trouve que c'est bien de s'emparer de ces champs-là pour montrer que, eh bien, il y a d'autres fonctionnements, d'autres catégories. Donc, ce qu'on croit aller de soi, ce qu'on croit naturel ne l'est pas. Et donc, nous sommes totalement libres de faire changer les choses. Une belle conclusion.